Bon, je me colle enfin à la cérémonie de clôture proposée par Sieur Thomas Joly. Alors, c'est de l'art ou du cochon cette fois-ci? Bonjour, bienvenue sur Décalé. Honnêtement, j'ai passé la cérémonie de clôture dans l'ennui le plus total, à prendre des notes au cas où, ce que je n'avais pas fait la première fois, pas forcément convaincue d'avoir envie de m'intéresser à la chose, mais puisqu'on me l'a demandé, et comme j'avais mis le doigt dedans malencontreusement dans la cérémonie d'ouverture, cela me semble la moindre des choses de fermer ce volet, moi aussi, et peut-être d'en profiter au passage pour apporter quelques précisions suite à l'épisode qui a fait exploser, à ma grande surprise quand même, mes stats d'habitude gentiment et pour autant non moins plaisamment ronronnant sur YouTube. Je repréciserai d'abord que je ne connaissais pas l'œuvre de Thomas Joly avant la cérémonie d'ouverture, que je n'avais aucun préjugé ou attente particulière à son sujet et aucun procès d'intention et que je n'approuverai jamais le cyberharcèlement quel qu'il soit, que je me contente d'évaluer le rendu et bien que mes propos soient évidemment empreints d'un ton éditorial qui passe ou qui casse, je n'enlève rien à l'analyse que j'avais pu faire de la succession des tableaux qui nous était donné. Il est évidemment malheureux que la réalisation au final ait coupé d'autres tableaux, comme par exemple celui des pompiers, mais j'ai jugé sur ce que j'ai pu voir au niveau du narratif. Est-ce que je pense pour autant qu'il s'agit d'une grande messe satanique? Absolument pas. Que par contre il y ait une fascination pour le macabre, le sombre, l'inversion carnavalesque, la provocation et l'iconoclasme, ça me paraît évident et je dirais encore plus avec la cérémonie de clôture qui malheureusement en remet une bonne couche au niveau du crépusculaire. Il y a clairement des marottes et des fétiches qui ressortent de la juxtaposition des deux cérémonies, même si elles peuvent paraître de prime abord très différentes dans la forme. Et non, la longueur n'est pas le seul point commun, malheureusement. Pour autant que ce qui me fascinait le plus dans la cérémonie d'ouverture était le spectacle de la mauvaise foi et le bal des hypocrites autour de la gestion de la scène, autant là c'est davantage le travers de persister dans des références n'importe nawak qui dans leur scénographie vont forcément alimenter en effet certaines thèses complotistes plus ou moins barrées. Alors sinon oui, je le redis une bonne fois pour toutes parce qu'au vu de certains commentaires je ne comprends toujours pas pourquoi il y a encore discussion à ce sujet. C'était bien la scène avec un C. Et cela étant dit, oui, toute œuvre est sujette à récupération, parodie et pastiche. Et personnellement, je n'ai aucun problème avec ça, car je le rappelle, que vous soyez croyant ou pas, c'est quand même d'un simple tableau dont on parle à la base. Donc qu'un artiste s'empare d'une autre œuvre universellement connue et reconnaissable, si on fait exception apparemment des cancres du fond et des convaincus de la moutarde, c'est pas grave et c'est tout à fait son droit. On peut par contre légitimement se poser la question du bien fondé ou de l'utilité de la démarche dans ce contexte précis, dans un spectacle mondial dit rassembleur, normalement apolitique et areligieux, où on pourrait se cantonner à d'habituels symboles pompiers et académiques. Oui, je sais, ça peut paraître chiant, mais quand on a du talent, ça peut être très bien fait et de manière originale. Mais bon, comme même les pompiers au sauté au montage, on n'allait pas avoir des symboles académiques. Pour moi, au vu des deux cérémonies, je dirais qu'on peut retrouver deux travers artistiques assez clichés au niveau de la direction. Soit la provocation, qu'elle soit d'ordre sexuel, corporel ou religieux, soit le côté hermétique, foutage de gueule, du style « si vous ne comprenez rien, c'est que vous avez rien dans le ciboulot ». Ce qui est intéressant parce que pour avoir lu quelques interviews de Thomas Joly depuis, le bonhomme affirme que le théâtre ne peut qu'être populaire dans son point de vue. Et comme il ne cessait de le rappeler en interview, il a des volontés de rassembleur, d'union et d'inclusion. Disons que c'est un programme qui se veut officiellement United Colors of Benetton, qui a justement, comme on s'en rappelle, rapidement dérivé dans ses campagnes pour s'éloigner de la simple promo de pulls et de polos colorés, pour donner dans les campagnes choc et provoque qui n'avaient plus rien à voir avec de la laine de mérinos et qui, comme Thomas Joly avec ses deux mises en scène, tapaient sur des faits d'actualité ou sur du symbolisme transgressif. Et en fait, la cérémonie de clôture me rappelle par certains aspects cette double casquette des campagnes de Toscanie, avec d'un côté son défilé chatoyant, joyeux et festif et bon enfant des athlètes, dans un vrai mélange propre à l'esprit des jeux, et de l'autre une version plus sombre, prétendument engagée et intellectuelle, parce qu'en France, on a des idées, n'est-ce pas? Autant le fil narratif semblait plus cohérent dans la cérémonie d'ouverture avec l'utilisation du fil du fleuve, du défilé des monuments et la progression du personnage cagoulé qui, oui, je sais, pour ceux qui n'arrêtent pas de me le noter en commentaire, était censé évoquer Assassin's Creed parce que franchise originale française Cocorico, mais néanmoins dans les faits, ça reste un personnage d'une ligue d'assassins et donc pas forcément le choix le plus heureux pour ce genre de narratologie. Les autres fils étaient bien en effet une atmosphère fin de siècle,
les révolutions culturelles, mais je pensais l'avoir suffisamment souligné. Alors évidemment, d'un certain point de vue, c'est réjouissant quand on épouse l'idéologie woke, mais quand on n'est pas convaincu par ce programme, on voit moins le festif que ses dérives autour d'une culture de la violence et du déboulonnage systématique du passé, du genre et des institutions. Dans la mesure où la plupart des organisateurs et participants de ces cérémonies ne se cachent pas au niveau de leur position militante et activiste à ce sujet, ça n'est pas une interprétation subjective, mais un constat assez évident à faire en fait. Dans la cérémonie de clôture, le fil narratif est brouillé et quelque peu plus brouillon. La cérémonie d'ouverture était longue, mais je ne dirais pas pour autant qu'on s'y ennuyait, qu'on adore ou qu'on déteste. Ici, j'ai vu même des fans de la cérémonie d'ouverture se barber à 100 sous de l'heure sur la cérémonie de clôture. Je dois dire que Thomas Joly ne se retrouvait pas forcément dans une position très confortable, en dehors de la polémique sur la cérémonie d'ouverture, parce que les teasers finissaient par faire du spectacle français la première partie de littéralement la vedette américaine qui allait prendre la relève, et l'a fait à la sauce américaine comme elle sait bien le faire, et le contraste en était d'ailleurs d'autant plus frappant et radical, avec comme d'habitude le côté prise de tête, sombre, intellectualiste, voire carrément snob des Français, qui la jouent quand même assez petit dans une scène de la taille du Stade de France, face à la débauche de cascades, grosses stars, grosses productions, ambiance film d'action des ricains, qui finissent dans le soleil, alors que chez nous, c'est le crépuscule des dieux. Alors autant en France on pouvait se demander ce qui avait été fumé dans la réalisation du spectacle, autant chez les ricains, même avec Snoop Dogg qui s'y connaît en substance, ça sentait plutôt la crème solaire, la wax et le popcorn. Et une ambiance festive qui rappelait les bords de plage de 40 degrés à l'ombre. À ça, j'ajouterais que c'est double peine au niveau de la cérémonie parce que non seulement elle était ennuyeuse, mais l'indigence des commentaires est un supplice. Au mieux, ça commente ce que tu vois exactement à l'écran, alors à part au niveau de l'audio-description, je ne vois pas l'intérêt. Au pire, ça passe son temps à s'auto-congratuler et tu te demandes bien pourquoi. Par contre, donner des références à ce qu'on voit, essayer de décrypter, que de chi, et c'est dommage si on considère que Daphné Burki a participé à l'affaire et serait normalement à même de donner des indications potentiellement intéressantes. Même de l'ordre du factuel, on peut se contenter de ça sans avoir l'explication de texte parce qu'ils veulent pas spoiler ce qui se passe. Exemple immédiat qui me vient en tête, mais c'est pas le seul, le motif central de la scène qui, selon les angles de prise de vue, n'était pas du tout lisible. Il a fallu un moment pour capter que c'était une carte du monde et non pas un chat avec une lance ou un hommage au destroyer de Star Wars. Alors certains vont me dire que bien sûr, c'était évident que c'était une carte du monde. Mais bizarrement, il y a des chances que ce soit les mêmes qui n'ont pas reconnu la scène. Je dis ça, je ne dis rien, il y a des scènes qu'on reconnaît et d'autres pas. On s'est retrouvé avec un spectacle disjoint et bancal et pas seulement du fait de la partie américaine. Si on découpe la cérémonie en moments, on peut noter tableau 1 avec l'extinction de la flamme, tableau 2 avec l'entrée en scène des athlètes, la partie 3 avec le spectacle proprement dit, 4 le concert French Touch électro, 5 la prise en main par les Américains. Difficile de dire que ces moments s'enchaînent dans une vraie logique narrative car le tableau nostalgico-guinguette en chic parisien des Tuileries n'a rien à voir avec le délire SF presque sorti des meilleures pages de Ron L. Hubbard du spectacle à proprement parler au tableau 3. Ou alors c'était juste un moyen de faire plaisir à Tom Cruise qui arrivait peu après, je sais pas si la scientologie a financé. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'analyser quoi que ce soit sinon dans la partie 3. Le concert était sympa et a permis de lancer un intérêt international sur des artistes indés, pas récents quand même, mais peut-être que des accointances ont favorisé le choix de ces artistes. Promouvoir des artistes, c'est bien, donc restons positifs. Je pense que le concert était par contre bien plus adapté pour les athlètes qui s'éclataient en effet autour de la scène et qui avaient tout à fait mérité ce moment festif que pour la télé ou le Stade de France en soi. On n'est clairement pas dans le spectaculaire d'une mi-temps du Super Bowl. En tant que concert à Coachella ou au Printemps de Bourges, c'est cool. Est-ce que c'est pas par contre un peu trop minimaliste sur le plan visuel ou de mise en scène? On peut quand même poser la question. Est-ce qu'il fallait le Stade de France pour ça? Pour le coup, il aurait presque fallu les sortir à ce moment précis, les métalleux Gojira et l'ambiance Mad Max Fury Road. C'est d'ailleurs assez étrange d'avoir voulu faire une cérémonie d'ouverture aussi tape à l'œil et démesurée pour finir avec une clôture aussi minimaliste, rikiki et crépusculaire qui te donne des impressions de fin de gueule de bois plutôt que d'apothéose d'une quinzaine de jeux qui finalement, de la vie générale, ont été très réussis, autant sur le plan de l'organisation, de l'ambiance que des performances, avec, je le souligne avant qu'on me
me reproche d'être toujours négative, de magnifiques décors pour les différents sports. Donc on va poser de côté tout de suite toutes les autres parties pour ne s'intéresser qu'à la séquence Golden Voyageur. Alors un cadeau du ciel, on peut le dire, en matière de what the fuckery qui pique les yeux. On va prendre de la hauteur avec ce scénario puisqu'on nous propose pas moins qu'un voyage, les origines des Jeux Olympiques entre la Grèce et Coubertin, du point de vue d'une créature extraterrestre venue explorer notre monde. Si déjà je vous ai perdu parce que vous vous demandez le rapport, pas de souci. Alors attention, il y a un concept. Le spectacle s'appelle Records, qui fait à la fois penser aux records battus dans le contexte des Jeux Olympiques, mais aussi au disque, parce que c'est le mot en anglais, entre l'anneau olympique et le disque d'or, soit la médaille olympique coincée dans le motif de planisphère sur la scène, soit dans l'allusion assez perchée au disque en or transporté par la sonde Voyageur lancée en 1977 et qui est à destination de toute vie intelligente dans l'espace. Notre carte de visite contenant des infos sur notre localisation dans la galaxie, notre biologie, ah oui au fait codement à l'époque on croyait au binaire avec un homme et une femme, et des échantillons de différentes langues et sons trouvés sur la planète Terre. Un selfie si vous voulez de l'époque, une bouteille à la mer en quelque sorte porteuse d'espoir pour la vie sur la planète et une main tendue à d'autres civilisations. Sur le principe, pas bête de penser à ce projet qui postule une planète unie et paisible, ouverte sur les autres et son propre futur, qui a foi dans les progrès de la science et l'avancée de l'humanité. Comme quoi, les choses ont bien changé près de 50 ans plus tard. Cette analyse, je le souligne quand même, ne nous est pas donnée de manière explicite par le spectacle, alors démerdez-vous comme vous pouvez face à l'espèce de frelon ou de décoration de pièces montées qui amorce sa descente au-dessus de la scène du Stade de France, qui présente à ce moment précis une carte du monde quelque peu éclatée. Comment comprendre cette intervention? Si c'est un voyageur qui est censé avoir répondu à l'invitation lancée en 1977, alors est-ce qu'il est en train de débouler dans le futur sur une planète qui apparaît complètement dévastée? Car la scène du stade est stérile, froide et métallique, un design futuristico-spatial qui a en effet fait tiquer les fans de Star Wars, mais aussi rappelé beaucoup le décor des Hunger Games, et déjà que la cérémonie d'ouverture n'était pas loin d'évoquer les délires d'ouverture des Jeux du Capitole, c'était presque une continuation logique. Alors que le défilé quelques instants plus tôt montrait la planète dans ce qu'elle a de vivant et de joyeusement foutoir, là on a tout vidé et tout stérilisé. Alors futur apocalyptique? Eh ben non, pas vraiment, même si vous pouvez vous garder cette idée sous le bras, parce qu'on nous annonce qu'on va comprendre l'origine des Jeux. Donc est-ce que le Golden Voyageur a le potentiel de traverser aussi le temps? Et à quel moment déboule-t-il? Parce qu'on est dans une tabula rasa, quasiment de l'ordre des premiers jours de l'humanité, avec un atterrissage en Afrique, berceau de l'humanité. Bon, alors est-ce que ça veut dire que la vie vient de l'espace? Ce qui est pas complètement faux d'ailleurs. Est-ce qu'on va nous broder un tableau façon civilisation extraterrestre qui ont construit les pyramides et les temples mayas? Alors là, ça partirait dans un certain délire. Ah bah non, tiens, notre Maya l'abeille de l'espace va rencontrer les deux encagoulés de la cérémonie d'ouverture, décidément toujours dans tous les bons coups. Donc je vous rappelle l'esprit de la scène selon les organisateurs et Assassin's Creed selon les gentils commentateurs qui insistent à ce sujet. Je vous vois toujours pas le rapport avec les origines des Jeux Olympiques, que ce soit dans l'absence de description de ville-état du Péloponnèse ou de légendes autour de Zeus, Hercule ou Pélops. Toujours pas les derniers pour transporter des messages, le principe même d'un symbole, je le rappelle. Nos deux persos encagoulés, pas du tout apocalyptiques ou dystopiques, remettent le drapeau grec à la Golden Libellule. Bon, c'est pas un drapeau qui existait trop à l'époque des premiers Jeux Olympiques de 776 dans une Grèce éclatée entre plusieurs villes-états qui faisaient trêve pour l'occasion, mais c'est pas grave. Surgissent façon Swat ou Sardaukar de Dune, une tribu de danseurs momifiés qui s'agitent en tous sens à manipuler leurs étagères de décoration. On nous sort la victoire de Samothrace, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, un petit passage lyrique avec un pianiste à l'envers et l'hymne à Apollon en mise en scène quasi faustienne, et tout ce bordel se conclut dans l'élévation des anneaux dorés et du moustique que je soupçonne de véhiculer Tsetse à ce point d'ennui absolu. Ah bah, après avoir roulé Aya Nakamura dans le Ferrero Rocher, il n'y avait pas de raison de pas y rouler aussi des drôles de petites bêtes, dans cet hommage qui tient davantage pour moi à un remake étrangement moins gai de la pub des années 80 de Manpower. Notez que je sais pas si c'est consensuel pour les intermittents du spectacle que de se lancer dans un concept autour du travail temporaire. Mais avant de se lancer dans une analyse éventuelle de ce grand bordel, je tiens quand même à dire que les danseurs, le chanteur et le pianiste étaient extrêmement talentueux et que les effets lumineux façon vase grec sur les bords du stade étaient jolis et réussis. Voilà. Par contre, comment vous dire que si l'intention de l'artiste n'était pas d'en remettre une couche sur l'apocalyptique glauque, alors un passage chez Afflelou plutôt que Manpower s'impose
de toute urgence pour les organisateurs. D'ailleurs, je vais citer un article publié le matin du 11 avant la cérémonie de clôture sur TF1 Info. Le spectacle, radicalement différent de la cérémonie d'ouverture, délocalisé le long de la scène, va mêler émerveillement et dystopie, un genre sombre décrivant des mondes apocalyptiques selon le directeur artistique des cérémonies Thomas Joly. Voilà, je le note tout de suite avant qu'on ne me rétorque que ce qui va suivre est le fruit de mon imagination débridée. Et c'est bien l'intention qui a été exprimée par le directeur artistique. Émerveillement et dystopie dans des mondes apocalyptiques. Émerveillement, je sais pas, ça dépend de ton niveau d'addiction aux substances à ce point, et je sais pas non plus en quoi c'est différent de la cérémonie d'ouverture en fait, car si la forme est en effet différente, le fond reste le même. Enchantement affiché à l'officiel, je vous rappelle, et dystopie apocalyptique en sous-texte était aussi le fond du propos que j'essayais de faire ressortir dans mon analyse précédente. C'est exactement les mêmes termes qui sont repris ici par le directeur artistique en personne. Et d'ailleurs, si la forme varie, le fond on s'y fie. Il y a plein de petits clins d'œil à la cérémonie d'ouverture en fait. Les deux persos soi-disant pas apocalyptiques car amour et bienveillance de la cérémonie d'ouverture, tiens, étrange qu'il n'ait pas été codé comme ça en ouverture, mais s'intègre à l'aise-blaise dans une dystopie apocalyptique annoncée en clôture officiellement. L'éclatement du monde et des frontières avec les jeux de lumière du planisphère, et puis encore une femme à la tête coupée, puisqu'on sort la victoire de Samothrace. Ah bah décidément, qu'on lui coupe la tête, ça reste un thème fétiche dans le programme de l'année. Alors certes, on peut trouver des raisons justifiables à la présence de cette figure. La Nike, soit la victoire, figure évidemment sur les médailles olympiques. Pour autant, la victoire des médailles n'est pas un poulet qui cavale avec sa tête coupée sous le bras comme la Marie-Antoinette. Ah oui, mais on peut dire que c'est un clin d'œil à l'un des joyaux des collections du Louvre. Oui, certes, mais ça fait une énième figure fantomatique et flippante au milieu d'une pléthore de figures fantomatiques et flippantes dans ce tableau qui finissent par faire davantage fête de Walpurgis, hymne à Apollon y compris, que fête de l'humanité si je puis dire. T'as pas envie d'aller faire une merguez party à cette fête-là, et même avec la pièce montée, son décor doré rigolo en dessert. On est dans le décor grisâtre, sombre, ternasse au possible, jusque dans les anneaux dorés et vidés comme une bibliothèque vide, alors que les anneaux olympiques c'est United Colors, littéralement, et que les athlètes juste avant nous composaient un tableau plein de vie et de couleurs, un vrai melting pot réjouissant et enthousiasmant par leur plaisir visible à être là. Non, la vision de l'origine des Jeux Olympiques pour Thomas Joly, c'est l'élection de la reine de la termitière par ses ouvrières. Ah ben, ça envoie pas du rêve. Alors ce futur sombre et dystopique va évidemment permettre à certains de partir sur deux théories dans la continuité logique de l'intention de Thomas Joly. La piste virus et comme d'hab, effectivement, la piste rituel satanique. Est-ce délirant ? Alors pas forcément, on peut comprendre que certains aient envie de faire une lecture d'un rituel occulte avec un ange déchu, porteur de lumière, parce que Lucifer, ça veut quand même dire le porteur de lumière, et il se fait adorer par ses mignons et il finit par dominer le monde. Je dirais même que le côté insectoïde du perso va également dans le sens du poil de ces théories, puisque Sa Majesté des Mouches, c'est le diable. Et tant qu'on y est, on a la mise en scène d'une trinité entre les deux figures encagoulées et la luciole, et zou, ça repédale dans la semoule de la cérémonie occulte. Et oui, ça paraît absurde, mais c'est exactement ce que ce genre de mise en scène, dans son choix d'éclairage, de costume, de musique, de tonalité, encourage sans aucune difficulté. Et donc si c'est pas ce qu'ils veulent avoir, c'est con de leur part de ne pas avoir anticipé ce genre de lecture. Moi perso, derrière ma télé, je ricanais plus en imaginant la scène de Ghostbusters où Dana est en train de décrire les adorateurs de Zool, et ça marche vraiment très bien en fait. J'aurais bien aimé qu'ils croisent les effluves à la fin et nous sortent un chamallow géant. Pour la piste virus, c'est pas déconnant non plus. D'ailleurs, le plus réjouissant de cette cérémonie fut de voir passer en direct des tweets et des mèmes sur le délire mis en scène. Donc staphylocoque doré et globules blancs, et je vais vous dire, c'est pas si con si en plus on rapproche le design du costume du voyageur à celui de Warlock, un super-héros extraterrestre de l'univers Marvel appartenant à une espèce d'être qui infecte les créatures vivantes avec un virus transmode. Ça s'invente pas, ça s'écrit tout seul, qui les pompe de leur essence vitale. Un peu comme je me suis sentie vidée après la lecture de certains commentaires d'ailleurs. Le Warlock est intéressant parce qu'il est défini par son ultra-compassion et devient un allié des mutants plutôt que d'être un antagoniste. Je dirais que du coup, son super pouvoir, c'est la bienveillance, n'est-ce pas ? Donc c'est presque amusant parce que ça fait quasiment de lui un symbole de rêve pour l'idéologie wokiste. Est-ce que ça a joué dans la conception du personnage ? Le plus fou, c'est que ce serait complètement possible en fait, au point où on en
attendez. En tout cas, ça enlève un poil d'originalité à tout ce bazar. C'est quasiment une représentation à double tranchant, car si le but est de montrer un esprit bénéfique propageant les valeurs olympiques à travers le monde, ça se fait en image davantage comme un virus parasitique infectant un organisme. Alors quelle interprétation est-ce que je privilégie personnellement, en vous laissant bien entendu libre de la vôtre? Toujours la même en ce qui me concerne, le déconstructionnisme dystopique de ces personnes-là qui prétendent épater la galerie avec leur imagerie du n'importe nawak. On est davantage dans le syndrome des habits neufs de l'empereur. C'est de la connerie, de l'auto-satisfecit en mode regardez comme on est conceptuellement avant-gardiste alors qu'en fait même pas. Ça n'est pas original, ça n'a pas de sens et quand il y en a un, le plus souvent il est glauque. C'est un défaut régulier de l'art moderne contemporain d'ailleurs. On ne dit jamais rien, pourquoi? Pas par peur de passer pour un gros bourrin inculte qui n'a rien compris. C'est de l'art qu'on nous dit et donc on bêle avec les autres en disant que c'est original, génial, créatif, épique, époustouflant par peur de se faire traiter d'imbécile alors que en toute honnêteté on s'est franchement barbé et qu'on attendait tous connement que Tom Cruise vienne faire sa cascade. Le 11 août au Stade de France, pas étonnant qu'on ait eu un simulacre de sweat, c'était mission impossible pour nous libérer d'une prise d'otage par un art qui se prétend populaire mais qui se regarde le nombril dans sa vacuité. On peut broder tout l'entourage conceptuel qu'on veut, l'empereur est toujours à poil. Plus on le répétera, plus on s'épargnera ce genre de purge.